Madame, Monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver ce soir en direct sur Canal Algérie dans Décryptant, votre émission hebdomadaire, émission de débat sur Canal Algérie. Et pour ce jeudi, nous avons choisi de nous pencher sur la cause d'un peuple privé depuis voilà 49 ans de son droit à l'autodétermination. Il s'agit bien entendu de la cause sahraoui, une cause qui, tout le monde le sait, fait face ces derniers temps à une nouvelle donne géopolitique. Le monde dans lequel nous vivons est en effet en train de changer. Un monde où un grand écart semble se creuser davantage entre valeurs et intérêts. La légitimité internationale et ses sacro-saints principes sont aujourd'hui délibérément bafoués. Pour le cas du Sahara occidental, il faut savoir que cette région est inscrite sur la liste des Nations Unies des 17 territoires non autonomes à décoloniser. Il existe aussi une mission mandatée par l'ONU chargée d'organiser un référendum d'autodétermination et dont le mandat est renouvelé chaque année par le Conseil de sécurité sans être capable de remplir ses véritables tâches. Le blocage persiste donc. Ce soir, nous allons tenter de décrypter les véritables raisons de ce blocage, les manœuvres derrière, avec une pléiade d'invités. D'abord, sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Saïd El Ayachi, président du comité algérien de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur El Ayachi. Bonsoir, merci pour votre invitation. Kamal Mansari, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant, est également notre invité, consultant de Canal Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Kamal. Bonsoir. Est avec nous en ligne depuis Paris, Régine Villemont. Bonsoir, madame Villemont. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir l'Algérie. Bonsoir. Vous êtes historienne spécialiste du Sahara occidental, également militante pour la cause sahraoui de Genève. Oubi Bouchraya Bachir, diplomate sahraoui. Bonsoir, monsieur Oubi Bouchraya Bachir. Vous participez donc au débat en tant que représentant du Front Polisario auprès de la Suisse. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors la capitale Genève, où vient de s'achever au siège de l'ONU un colloque international de solidarité avec le peuple sahraoui, organisé à l'occasion donc du 64e anniversaire de l'adoption de la résolution 1415 de l'ONU. À ce propos, avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre ce sujet signé Sabrina Keshoud. Le colloque international de solidarité avec le peuple sahraoui s'est tenu ce mercredi avec les rappels nécessaires concernant le droit international. Lors de cette rencontre, diplomates, experts, chercheurs et spécialistes du droit international et des droits de l'homme ont rappelé la nécessité de l'application du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Dans le même temps, ont été discutés les derniers développements de l'avancée du Sahara occidental vers sa souveraineté totale. Un temps fort qui aura permis de mobiliser les alliés de la cause légitime des Sahraouis. La Namibie est l'un des États qui a ouvertement soutenu le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. La Namibie, en tant qu'ancien peuple colonisé, ne sait que trop ce que vivent les Sahraouis. Nul doute que le peuple sahraoui se libérera du joug colonial. C'est pourquoi nous les soutenons dans leur lutte. Il est important qu'une telle rencontre ait lieu à Genève, afin de mettre la lumière sur la situation des Sahraouis et soutenir leur droit à être maîtres de leur destin, sans compter la question des droits humains de ce peuple. Ce colloque intervient dans le cadre du 64e anniversaire dans 2 jours de l'adoption de la résolution 1514 par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 60, portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, à un moment où en Afrique du Nord, la stabilité et la sécurité sont en jeu. La cause sahraoui pour la décolonisation, moi j'ai l'habitude de dire en France, il y a une association des pays colonisateurs qui est en train de se construire. Les alliés, Israël, la France, le Maroc, la France, le Maroc, Israël. Tous ceux qui ont un intérêt à la colonisation, à défendre l'idée de la colonisation et à ne pas accepter le droit international, sont des alliés. Et ils s'auto-défendent. La France ayant le droit de veto, peut l'utiliser par rapport au Sahara occidental, les États-Unis par rapport à Israël le mettent en avant tout le temps. Quand nous parlons de droits humains, nous ne pouvons pas parler du Sahara occidental sans mentionner l'absolue atrocité du génocide en cours en Palestine. Cela a lieu sous nos yeux. Nous nous devons
en tant qu'êtres humains, de nous battre pour nous-mêmes, pour l'humanité et pour les droits fondamentaux qui reviennent à tout être humain, peu importe qu'il soit palestinien ou sahraoui. Il y a derrière tout ça une société internationale qui a créé le droit international, qui a mis en place des conventions qu'ils ont tous signées, qui sont priés de respecter, ce qu'ils ne font plus. Donc je pense que cet opportunisme politique aujourd'hui doit être combattu par l'ensemble des citoyens parce que c'est un grand risque, pas seulement pour nos amis sahraouis, pas seulement pour nos amis palestiniens, c'est un grand risque pour la sécurité et la coopération internationale mondiale. À chaque rencontre diplomatique, la lumière se fait un peu plus aux yeux du monde sur la réalité difficile du peuple sahraoui. La question sahraoui, question de décolonisation par excellence, attend toujours l'organisation de son référendum d'autodétermination par les instances de l'ONU. Voilà, la question du Sahara occidental a été examinée sous tous les angles, notamment celui du droit international. Oubi Bouchraya Bachir, petit rectificatif, donc vous êtes représentant du Front Polisario auprès des organisations des Nations Unies. Vous étiez présent à ce colloque international sur le Sahara occidental. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir des différentes interventions et des débats qui ont été organisés ? Comme vous venez de le citer dans votre reportage, c'est une conférence internationale qui a été d'abord organisée par le groupe de Genève, des États amis de la cause sahraoui et qui ont décidé de commémorer l'adoption de la résolution historique de l'Assemblée générale 15-14 décembre 1960 pour un peu aborder la question du Sahara occidental dans ce contexte qui est particulièrement intéressant, mais aussi avec beaucoup de défis, et le traiter à partir de trois angles principaux, qui est d'abord le droit international et l'autodétermination. Le deuxième angle, c'est la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles, étant une des quatre composantes du droit à l'autodétermination. Et le troisième, c'est le droit de l'homme et le droit international humanitaire. L'impression pour tout le monde, c'est que le colloque, la conférence a été une réussite totale. Il y avait une présence pas seulement des experts, plus de 23 experts, professeurs à la matière, mais aussi une présence du corps diplomatique accrédité à Genève, de parlementaires surtout venant de la France, mais aussi de l'Espagne. Parce que le deux parlementaires, Jean-Paul Lecoq de l'Assemblée nationale française et Isabel Serra du Parlement européen qui est espagnol, ont transmis le message que les positions qui ont le revirement de déposition de la France et l'Espagne étaient des positions personnelles des deux présidents, mais pas du tout celles de deux peuples espagnols et français. La conférence aussi a compté avec la présence d'un ancien représentant du secrétaire général de l'ONU, l'italien Francesco Battagli, là où il a expliqué bien les raisons, l'origine de cet échec de l'ONU et l'incapacité de l'ONU maintenant pour mener à terme sa mission historique qui est décoloniser le territoire par le biais de l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Les conclusions finales la grande conclusion finale de cette conférence, c'est cet appel rappelé à la communauté internationale que la question du Sahara occidental s'inscrit toujours dans le cadre de cette résolution historique 1514 et que la diplomatie multilatérale, le droit international et le chemin à entreprendre pour résoudre ce conflit typique de décolonisation. Ça, c'est le message aussi qui a été exprimé par la majorité des ambassadeurs et diplomates au nom de leur pays dans cette conférence. Alors, Oubi Bouchraya vient de le dire, M. Saïd El-Ayyachi, donc la question du Sahara occidental est abordée dans un nouveau contexte. Le contexte a bel et bien changé et on voudrait qu'il y ait une prise de conscience pour justement respecter le droit international.
Bien entendu. Bien entendu, un petit flashback, juste puisque nous sommes dans le mois de décembre et que notre pays, d'autres pays, y compris cette conférence dont parlait notre ami Obi Bouchalaya, donc la commémoration de la résolution 1514 du 14 décembre 1960. 14 décembre 1960, le 11 décembre 1960, s'est déroulé les manifestations de Bellecour, d'Oran et d'autres villes d'Algérie. Oui. Donc on peut faire très bien le lien entre les youyou et les revendications des foules algériennes, du peuple algérien, qui ont résonné jusqu'à Manhattan et qui ont été, d'une certaine façon, une autre pression supplémentaire pour l'adoption de cette résolution qui reste le soubassement fondamental du droit international pour la décolonisation. Et précisément parce qu'il s'agit de cela, nous vivons un contexte, comme vous venez de le dire, qui est assez particulier, où on remarque, vous l'avez vu dans votre introduction, quasiment l'atteinte, l'agression contre le droit international, que ce soit à Gaza, que ce soit au Sahara occidental, que ce soit pour d'autres périmètres à travers la planète. Mais il y a une atteinte au droit international délibérée et de la part des grandes puissances qui, elles, ont la responsabilité de veiller au respect du droit international. En ce qui concerne justement le Sahara occidental, précisément, et vous l'avez dit ça aussi dans votre introduction, c'est un pays enregistré comme territoire non autonome sur les tablettes des Nations Unies. Un. Oui. Deux, nous venons de parler de la 1514, qui est très claire. Et elle dit tous les peuples colonisés ont le droit de choisir librement leur destin à travers un référendum de détermination. Oui. Et donc tout est clair. Pourquoi on ne l'applique pas, ce droit-là? Mais précisément maintenant, on se rend compte qu'on nous racontait des histoires, on nous prenait pour des dupes. On nous disait qu'il fallait respecter le droit international, qu'il fallait respecter les droits de l'homme, qu'il fallait respecter le droit international humanitaire, alors qu'eux-mêmes ne le respectent pas, ni à Gaza, ni au Sahara occidental, et avant, évidemment, dans d'autres lieux. Et notre devoir de militants, notre devoir d'accompagner les peuples opprimés comme le peuple palestinien, le peuple sahraoui, c'est précisément de veiller, de rester sur la ligne de résistance de l'application du droit international. Oui. Rien que le droit international, mais tout le droit international, il faut l'exiger et ne pas se laisser intimider par telle ou telle manœuvre, que ce soit de la part du régime marocain, de l'État sioniste, ou même des grands comme l'a fait la France et l'Espagne, oui, pour s'aligner sur les thèses marocaines. Alors, sauf que le monde est face à une nouvelle donne géopolitique, Kamal Mansari, quelles pourraient être justement les conséquences du non-respect du droit international? C'est pas parce qu'il y a une réalité géopolitique dont il faut prendre l'ampleur et examiner justement les conséquences et les répercussions sur les relations internationales. Ça constitue aussi un moyen d'examiner justement où est le droit, de se poser la question. Nous sommes aujourd'hui face à des pays qui s'érigent par une attitude négationniste de ce droit même. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont en train de justement faire en sorte ou appeler à ce que le droit humanitaire, par exemple le droit de l'homme, soit appliqué dans certaines contrées du monde, sont en train eux-mêmes de créer cette géométrie variable qui persiste toujours, qui fait que le droit international s'applique à certains mais pas à tout le monde. C'est-à-dire même dans des débats les plus élémentaires du droit humain, on parle de droit à la liberté d'expression, de démocratie et tout, alors que le véritable problème qui se pose pour des peuples occupés, c'est l'autodétermination, c'est la libération. Nous sommes, aujourd'hui, on parle du Sahara occidental encore une fois. Il faut rappeler que ce problème de décolonisation est le plus vieux en Afrique. Donc nous sommes dans un pays qui est carrément sous occupation par la force et par une réalité brutale qui ne cesse de se répercuter et d'avoir des conséquences notamment sur la stabilité de la région. Oui. Donc ce pays-là, qui sont justement censés être les garants, les 5 puissances nées de l'accord de Yalta ou de la création des Nations Unies, sont les puissants. On a 3 pays qui ont pris parti et ont décidé justement de faire en sorte à ce que ce droit soit bafoué. Ils ont fait le parti pris, ils ont choisi le camp des occupants, que ce soit dans la question du Sahara occidental ou sur la question palestinienne. Nous sommes face à une réalité qui interpelle non seulement les militants du droit de l'homme, mais elle interpelle tout un chacun, notamment
l'opinion internationale. Nous avons vu, parce que le fait de persister, de laisser pourrir cette situation, de la laisser traîner, elle a conduit à des désastres comme ceux qui se produisent actuellement à Gaza et en Syrie et au Liban. Ça crée un écart entre les pays du Nord et les pays du Sud également. Ce n'est pas simplement un écart, ça crée justement un déséquilibre sur le plan humain, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui sont libres de vivre librement, de faire ce qu'ils veulent, et d'autres qui sont privés d'avoir le droit d'être des hommes ou de jouir de leur indépendance et de leur autonomie. Donc les puissances aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le fait de nier le droit international, de le bafouer. C'est-à-dire parce que ceux qui le bafouent ont la puissance militaire, ils n'ont pas l'argument juridique, ils n'ont pas l'argument politique, ils n'ont pas l'argument économique, ils ont l'argument militaire. Donc nous sommes face à une alliance qui a décidé de chambouler le monde, et comme vous l'avez dit au départ, il y a un paradigme et tout, mais c'est un paradigme qui conduit au chaos, comme on le voit, que ce soit au Proche-Orient ou un peu partout où cette réalité est imposée brutalement, je dis bien brutalement. Donc la question du Sahara occidental, elle est posée à Genève. Mais il faut rappeler aussi que par rapport en parallèle de Genève, il y a eu la conférence des juristes qui s'est déroulée, qui s'est terminée aujourd'hui à Bruxelles, qui elle aussi interpelle justement ces pays-là sur le plan du droit. La violation des droits de l'homme au Sahara occidental, l'expropriation des richesses et le fait de ne pas reconnaître l'autodétermination. Donc il y a ces trois paramètres qui reviennent à chaque fois, qui sont posés par les juristes et les politiciens. Alors dans cette conjoncture internationale actuelle, on va tenter de savoir pourquoi ce processus de décolonisation n'avance pas. Avec Madame Régine Villemont, vous êtes avec nous. Justement, vous êtes en France et la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, endosse une responsabilité, même l'Europe. Quel pourrait être justement, selon vous, l'impact d'un tel changement sur ce processus de décolonisation du Sahara occidental, madame? Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je vous ai écouté attentivement et je vous avoue que je ne suis pas exactement dans la même dimension. À la fois, je suis beaucoup plus ambitieuse et à la fois plus modeste, en quelque sorte. Donc nous vivons depuis pratiquement l'occupation du Sahara occidental, et depuis l'occupation par le Maroc et depuis l'engagement militaire français contre les colonnes du Polisario ou de l'armée sahraoui, nous vivons en France une situation toujours difficile où la France est toujours du côté du Maroc. Alors, ça prend des proportions plus ou moins graves, mais c'est vrai que la récente décision de Macron à reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara occidental, à la fois a été pour nous une très très mauvaise surprise, une très mauvaise nouvelle, et en même temps nous a permis de redonner un peu dans la presse française un peu d'actualité au sujet. Donc, si vous voulez, moi, je considère que la France a une position très permanente, en fin de compte, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, et c'est dans ce cadre-là politique que l'Association des Amis de la Race, depuis 49 ans, milite, fait exister, aide humanitairement et politiquement le peuple sahraoui à travers des actions qui sont régulières, qui sont constantes, et qui sont, comme en fin de compte, la lutte sahraoui d'aujourd'hui, depuis 49 ans, s'exprime dans la durée, dans la permanence et dans la fidélité, en quelque sorte, dans la mesure où ce qui est pour nous le plus important, au-delà de cette défense du droit international que vous avez tous revendiqué avec si grande raison, ce qui est pour nous important, c'est des valeurs communes, et c'est sans doute d'abord pour ça que nous continuons, que depuis 49 ans, l'Association des Amis de la Race en France, dans ce cadre du respect du droit international, soutient le peuple sahraoui. Sauf que la position des gouvernements compte, Saïd El Ayachi. Je pense que c'est le gouvernement français qui doit prendre une position en faveur du droit international. C'est même sa responsabilité, bien sûr, que le gouvernement compte. La décision est toujours gouvernementale. Ce sont les gouvernements qui mènent la politique de leurs États, évidemment, selon le régime politique qui existe. Et en l'occurrence, si nous parlons de la France ou de l'Espagne, ils ont un parlement qui, normalement, à qui on doit rendre compte, surtout l'Espagne, qui a droit de regard sur la diplomatie. Encore que, malgré cela,
des décisions tout à fait, d'abord, pas dans l'intérêt des États eux-mêmes. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité. Et en tant que tel, ce statut l'oblige à défendre et à protéger le droit international, et non pas à aller porter atteinte au droit international. C'est tout à fait inacceptable. Et c'est tout à fait, ça déclasse la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Ça atteint sa signature en tant qu'État permanent du Conseil de sécurité. Pour l'Espagne, il a des responsabilités, l'Espagne a des responsabilités historiques dans le dossier sahraoui. Et pourtant, d'abord, le peuple sahraoui se sent abandonné par l'Espagne qui le livre aux colonisateurs marocains, et par la suite, maintenant, il reçoit un coup de poignard dans le dos de la part de M. Pedro Sanchez, parce qu'il s'aligne sur les thèses marocaines. Et tout ça fait que ce droit international, justement, est agressé par ceux-là même qui sont censés le défendre, l'un pour des responsabilités historiques et l'autre par son statut de membre du Conseil de sécurité. Mais on n'en est pas à un paradoxe près. Si on parle de droit international qui rassemble tous les droits, le droit international humanitaire, le droit de l'homme, tous les droits civils et politiques, les droits de l'homme au Sahara occidental, dans les territoires occupés, sont violés quotidiennement. Oui. Les rapports enfants-État, des rapports documentés, vérifiés, déposés auprès des Nations Unies. Sauf qu'ils ne sont pas pris en compte. Dites-moi, Madame Rim, qui préside le Conseil des droits de l'homme à Genève en ce moment? Le Maroc. Le Maroc, violeur des droits de l'homme. Donc vous voyez dans quel contexte dont vous parliez tout à l'heure, et vous avez parlé d'écart. Moi je parle de fossé. Oui. Un fossé qui se creuse entre le nord et le sud, parce que le sud, maintenant, par ses élites, qui ont fait les universités, qui ont compris le droit, qui ont étudié le droit, qui ont appliqué le droit, maintenant se disent, mais qu'est-ce qu'on nous raconte depuis des décennies? Qu'il faut la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais c'est eux qui ne le respectent pas. Ce sont eux qui ne les respectent pas. Souvenez-vous pour Gaza, notre ambassadeur qui tous les jours se battait pour obtenir une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Et les États-Unis d'Amérique qui lui disent non, attendez, ils n'en ont pas tué beaucoup. Ils vont en tuer encore. Oui. On va attendre. Donc vous voyez très bien que nous sommes dans un monde qui, bien sûr, pratique pour certains le double standard. Et ce double standard, qu'est-ce qu'il génère? L'injustice. Et l'injustice, c'est ça qui fait la révolte. Oui. C'est ça qui provoque les révolutions. C'est ça qui provoque les oppositions, les antagonismes. Et par conséquent, aujourd'hui, les peuples du Sud disent basta. Et ça démasque aussi les responsables de ce qui se passe actuellement. Justement, Madame Régine Villemont avait parlé, elle s'est montrée optimiste malgré les entraves dont fait face la cause ou le processus de décolonisation du Sahara occidental. Monsieur Oubi Bouchraya Bachir, est-ce que vous l'êtes vous aussi? Est-ce que vous êtes optimiste? Moi, comme membre d'un mouvement de libération nationale, par principe, je dois toujours être optimiste. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas que continuer à résister. Il faut toujours garder l'espoir, d'abord parce qu'on est sûr de la justice de notre cause, mais on est aussi sûr de la volonté de notre peuple de continuer à lutter pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et je crois que le Maroc, d'abord, et ça explique les raisons de cette incapacité de l'ONU à décoloniser les territoires. Je crois qu'il y a trois éléments principaux, il y a trois facteurs. Le premier, le plus important, c'est ce manque de volonté politique de la part du Conseil de sécurité de l'ONU, oui, de montrer de doigt la partie qui bloque et bien sûr prendre les mesures nécessaires pour relancer le processus politique au Sahara occidental, d'autant plus qu'il y a un accord signé et ratifié par les deux parties sous les auspices de l'ONU. Ça, c'est la cause principale. Mais le Maroc tient au Sahara occidental et continue son occupation grâce d'abord à la répression et sa capacité de continuer à violer le droit de l'homme du peuple du Sahara occidental, générer cette peur chez les Sahraouis. Et parce que le Maroc, il sait que le moment où les Sahraouis aient la moindre protection internationale, c'est exactement le jour où le Maroc commence à quitter le territoire.
Donc c'est la répression qui aide le Maroc à continuer son occupation du territoire. Il y a cette complicité de la part de l'ONU, la France par exemple en tête, qui continue à exercer son veto contre l'élargissement du mandat de la MINURSO. Oui. Le deuxième élément, c'est que l'occupation se nourrit par le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Le Maroc finance son occupation du territoire par le pillage des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental. Et je crois que le dévoilé important de cette conférence qui s'est achevée hier à Genève, c'était exactement demander à l'ONU d'assumer sa responsabilité vis-à-vis des droits de l'homme au Sahara occidental. Et la deuxième demande, c'est appliquer les dernières décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Oui. Et si on arrive à avoir cette décision de la part du Conseil de sécurité d'élargir le mandat de la MINURSO pour inclure le droit de l'homme et en même temps aussi obliger la Commission et le Conseil de l'Union européenne de respecter leurs propres décisions, je crois qu'on serait dans des conditions beaucoup plus favorables pour que le processus de décolonisation s'accélère. Oui, le verdict de la Cour, la Cour de l'Union européenne représente justement un acquis diplomatique très important, Kamal Mansari, et pourtant le Conseil de sécurité continue à dernièrement appeler à une solution réaliste pour le Sahara occidental dans une résolution prolongeant le mandat de la MINURSO d'un an jusqu'à 31 octobre 2025, une résolution parrainée par les États-Unis, et pourtant la MINURSO ne parvient pas à remplir sa tâche convenablement. C'est normal, elle n'a pas les mécanismes, donc elle ne possède pas les mécanismes. Justement, en parlant de mécanisme, oui. Le mécanisme de surveillance des droits humains. Non seulement ça, c'est-à-dire déjà il y a tout le processus qui doit être relancé, qui a commencé. Tout le problème est là. Oui, c'est-à-dire que déjà, quand on revient à la 1514, la résolution, donc elle a balisé le terrain, elle a démontré qu'on est face à un problème de colonisation. Oui. Donc il fallait justement aller vers un mécanisme de concrétisation de son fondement, qui est la libération de tous les peuples. D'accord, que ce soit pas au Sahara occidental ou tous les peuples occupés, y compris l'Algérie, qui étaient concernés par cette résolution. Oui. Donc, il y avait des négociations. Donc le Maroc reconnaît qu'il a un problème, qu'il est occupant. Oui. Il faudrait rappeler que la rhétorique marocaine, c'est une affaire marocaine. Ils disent que nous sommes dans une affaire marocaine. C'est la même rhétorique que la France disait à propos de l'Algérie, que c'est une affaire interne. Alors en réalité, c'est un problème d'occupation. Donc il y a eu des négociations, il y a un cessez-le-feu, il y a eu une guerre de libération qui a été menée par le Sahraoui. Dont on ne parle pas beaucoup. Hein. Parce qu'il y a un cessez-le-feu. Oui. Donc il y a eu une guerre. Donc il y a une guerre d'indépendance à laquelle l'ONU a vu que c'était un problème. Donc il fallait l'arrêter. Parce que tout combat s'arrête par des négociations. Donc il y a eu une négociation de cessez-le-feu en 1991, il y a eu les accords de Houston en 1996, il y a eu tout un processus, les tentatives de James Baker à 2 reprises pour un plan de résolution, il y a eu les résolutions, il y a eu les négociations de Manhasset suite à l'adoption de la résolution 1754. Donc il y a un processus, il y a un mécanisme, il y a une historique qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, parce que les États-Unis font quoi? On voit un petit peu le lobby qui est fait par les Rubio et tout, donc qui ont essayé de dire que le Maroc a droit à ce territoire. Et c'est arrivé jusqu'à un point où Trump fasse le cadeau, pas aux Marocains, mais il le fait à Israël. Donc lui, il a reconnu la marocanité à condition que les Marocains, que le Maroc normalise. Et c'était rien en retour parce que l'Israël à l'époque n'avait pas reconnu donc la marocanité du territoire sahraoui. Donc nous sommes face à une déviation du droit et une déviation de la réalité. Il y a un historique entre les deux belligérants. Donc c'est ce mécanisme-là qu'il faut ressusciter et le relancer, c'est-à-dire amener les deux parties à négocier sur d'abord la décolonisation, et la deuxième, c'est le référendum. Pourquoi les Marocains refusent le référendum s'ils étaient aussi sûrs de leur cause? Pourquoi refusent-ils? Parce que la démographie les dérange. Ils ont essayé de modifier la démographie parce que les listes ont été ficelées et on connaît qui est qui, donc le corps électoral est fixé. Et les Marocains savent que non seulement s'ils
s'ils concrétisent le vote, ils ont peur que même les Marocains qui sont au Sahara occidental aujourd'hui, qu'ils ont renvoyés là-bas, votent pour l'indépendance. Oui. Et c'est ça qui est la crainte des Marocains. Ils n'ont pas seulement peur des habitants sahraouis, des autochtones, mais aussi des Marocains qui sont là-bas, qui sont installés, qu'on a déplacés pour remplir et changer la démographie. Oui. Le Maroc a également peur de cette réalité. Oui. Donc aussi, voilà, le jeu du Maroc, c'est d'interdire le référendum parce qu'il va à l'encontre de sa volonté et parce qu'il va démontrer que même les Marocains qui sont là-bas sont contre cette occupation parce qu'ils la subissent aussi. Ils vivent dans un état policier de répression aussi. Donc, la réalité est là, et donc il faut relancer le processus de négociation qui est la seule sourse. Pourquoi l'Algérie le réclame? Parce que nous sommes face à un danger. Aujourd'hui, si le cessez-le-feu est maintenu d'une manière, disons-le, fragile, il peut éclater demain et on ne sait pas qui pourrait, où irait la région si une déflagration se déclenche ou qui pourrait devenir vraiment un territoire incontrôlable sur le plan des armes et sur le plan du conflit, et on ne saura jamais où ça va aller. Donc pour prévenir, pour que l'ONU revienne à son principe et sa charte de maintien de la paix dans le monde, il faudrait que d'abord que cette question se règle par les moyens politiques, oui. Rien d'autre. Il est essentiel donc d'organiser un référendum d'autodétermination. Je m'adresse justement à Madame Villemont. Et là, je m'adresse à l'historienne que vous êtes. Il faut me laisser un peu la parole. Allez-y, madame, je vous en prie. Justement, oui. J'allais vous donner la parole pour nous parler justement de la primordialité d'organiser un référendum d'autodétermination. Le peuple sahraoui a le droit de choisir. Bien sûr qu'il a le droit de choisir. Le problème c'est comment l'imposer, comment les Nations Unies soient capables de l'imposer au Maroc. Nous, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans qu'on défend l'autodétermination et ça fait 30 ans ou ça fait 40 ans que comme les Sahraouis, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Moi, ce qui me semble le plus important, si vous voulez, actuellement, c'est que les données, tout ce que l'ONU a affirmé depuis 1975, 1963, toutes ces données-là, c'est-à-dire le fait que le Sahara occidental soit séparé et distinct du Maroc, que le Maroc ne soit pas souverain au Sahara occidental, ça vient d'être redit de manière extrêmement importante et solennelle par la Cour de justice de l'Union européenne. Et si vous voulez, tout à l'heure, quelqu'un évoquait, je crois que c'est Oudi qui évoquait la question des ressources naturelles, et donc il me semble actuellement que davantage encore pour le Conseil de sécurité, les choses vont se passer au niveau de l'Europe, dans la mesure où les relations économiques et financières entre l'Europe et le Maroc sont très importantes. Et donc, il faut vraiment que ces arrêts de la Cour de justice qui ont été pris au terme de beaucoup de travail juridique mené par le cabinet de Vert de manière magnifique. Donc, il faut vraiment que cet arrêt très très important qui rappelle le droit, qui rappelle le fait que le Sahara occidental n'est pas le Maroc, eh bien, il faut que ces conditions-là, si vous voulez, favorisent le fait que le Maroc n'ait plus intérêt à exploiter les ressources du Sahara occidental, et qu'il ait au contraire intérêt à baisser la garde face à l'Europe, que l'Europe va mettre en forme l'application de ces arrêts de justice. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc moi ça me semble être, si vous voulez, en tout cas pour la France et pour notre dimension européenne, le travail sur lequel on va s'engager sur ces produits qui sont soi-disant cultivés ou récoltés au Maroc et qui sont du Sahara occidental. Et je voudrais également insister sur l'autre aspect qui a été évoqué par vous-même aussi, les droits humains. Donc nous allons engager également en France, à partir de 2025 et jusqu'en Espagne, une grande marche pour la libération des prisonniers politiques sahraouis. Et donc nous allons à la fois insister sur cet aspect des droits humains, des prisonniers, et en même temps trouver les formes, si vous voulez, adaptées et mobilisatrices en quelque sorte grâce aux médias et aux réseaux sociaux pour réactiver un petit peu
l'intérêt des Français ou des Espagnols. Mais c'est plus facile en Espagne, c'est plus difficile en France. Donc réactiver l'intérêt et la mobilisation des Français en faveur de l'autodétermination et de l'indépendance des Sahraouis. Étant entendu que, et j'y insiste encore une fois, que ce que nous partageons avec les Sahraouis, c'est des mêmes convictions et des mêmes valeurs. Oui. C'est là-dessus aussi que nous pouvons mobiliser les Français. Très bien. Donc, quelque part, Monsieur Saïd El Ayachi, appliquer ces accords ou ce verdict de la Cour de justice européenne, c'est quelque part un retour au droit international, aux fondamentaux du droit international. Le droit, toujours l'argument juridique inattaquable quand il est vérifié. Et dans le cas du Sahara occidental, nous avons parlé du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination fondamentale, vérifié, qui n'est pas appliqué. Nous avons parlé, tout à l'heure vous avez posé une question pertinente à propos du mandat de la MINURSO. Oui, on va y revenir avec M. Oubi Bouchraya. Allez-y, terminez. Le mandat de la MINURSO qui, dans son mandat, n'a pas celui de protéger, de défendre les droits de l'homme au Sahara occidental. Et quotidiennement, les droits humains sont violés par le régime marocain d'occupation contre les Sahraouis civils pacifiques qui revendiquent pour leurs droits légitimes. Et on a vu que malgré cela, le Maroc expulse, empêche toute visite. Oui. Bloque l'accès aux humanitaires. Oui. Et plus encore, il préside, je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et puis, la haute cour de la Cour de justice, la haute chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a donc énoncé le 4 octobre ce jugement, qui est un véritable tremblementaire dans le dossier, qui est une très grande victoire historique dans le dossier du Sahara occidental, parce qu'il n'y a pas que le fait de considérer que maintenant les accords entre le Maroc et l'Union européenne sont illégitimes en ce qui concerne les produits sahraouis, qu'ils soient agricoles ou maritimes. Non, il n'y a pas que ça. Le jugement lui-même a une partie très importante qui reconnaît, par exemple, au Front Polisario le droit d'ester en justice devant n'importe quelle juridiction européenne pour tout contrevenant qui exploite illégalement les richesses sahraouis, qui reconnaît au peuple sahraoui sa souveraineté et son pouvoir de décision de l'exploitation de ces richesses, qui dit de façon claire et définitive qu'il n'y a aucun lien entre le Sahara occidental et le régime et le Maroc, et le territoire du Maroc. Et donc tout ça, c'est encore le droit. Mais pourtant, ce n'est pas respecté. Oui. Je voudrais ajouter que, en ce qui concerne la MINURSO, déjà en 2013, il y a eu, grâce à la Fondation Kennedy, une initiative de la part de l'ambassadeur américain au sein du Conseil de sécurité d'élargir le mandat de la MINURSO. Et rappelez-vous, on en a parlé, c'est qui s'est opposé à l'élargissement du mandat de la MINURSO? La France, avec un droit de veto. Oui. Le seul membre du Conseil de sécurité qui s'est opposé à l'élargissement. Et dernièrement, tout simplement, le 30 octobre 2024, lorsqu'il y a eu la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, pourquoi l'Algérie s'est abstenue au vote? Parce que notre ambassadeur a négocié, a plaidé en coulisses avec le rédacteur de l'Algérie pour dire qu'il faut qu'on élargisse le mandat du MINURSO parce que c'est un scandale innommable. Oui. Et l'Américain avait accepté. Et quand il a fallu venir en séance plénière, les propositions du délégué algérien n'existaient plus, ce qu'il a mis dans une rage folle et il avait quitté la salle, il n'avait pas voté la résolution. Donc vous voyez, il y a le droit, il y a son application. Oui. Le droit existe, son application n'existe pas. Parce que tout simplement, il y a une volonté de membres permanents du Conseil de sécurité ou d'autres États, bien sûr, mais ceux qui comptent, ce sont ceux qui ont la responsabilité de l'application et du respect de ce droit, qui ne le respectent pas. Que ce soit la France, les États-Unis d'Amérique ou d'autres pays secondaires, peut-être en ce qui concerne leur statut. Il faut dire également que la MINURSO est l'unique mission onusienne au monde qui n'est pas dotée de ce mécanisme je voudrais juste de surveillance des droits de l'homme. En ce qui concerne la MINURSO, nous sommes en plein situation absurde. La MINURSO a deux missions. Celle de faire respecter le cessez-le-feu par les deux belligérants
est celle d'organiser le référendum. Oui. Et on lui renouvelle chaque année maintenant son mandat et son budget de 60 millions de dollars. Et elle ne remplit aucune de ses démissions. Les cessez-le-feu n'existent plus depuis le 20 novembre 2020. Il y a une reprise des hostilités armées entre l'armée sahraoui et l'armée marocaine. Et le référendum, nous l'attendons depuis maintenant 33 ans. Monsieur Oubi Bouchraya, je suppose que faire activer le mandat de la MINURSO fait partie de vos priorités actuellement. Exactement, mais je crois, oui, exactement, mais ça s'inscrit dans le cadre global de la mission de l'ONU et le devoir de décoloniser le territoire en fonction de différentes résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, donc le droit international dans son ensemble. L'élargissement de la MINURSO, il faut savoir que ça fait vraiment un scandale ici à Genève, le fait que depuis la création de la MINURSO, elle se singularise par ce fait scandaleux de ne pas avoir aucun mandat, aucune possibilité de surveiller le droit de l'homme au Sahara occidental. Mais on sait bien le pourquoi de cette peur de la part du Maroc, du fait de l'élargissement du mandat de la MINURSO, mais aussi le pourquoi de cette position de la France, toujours de bloquer toute tentative d'élargir le mandat de la MINURSO, parce qu'on sait bien que le lendemain de cette décision, tous les Sahraouis vont sortir dans les rues pour réclamer leur droit à l'indépendance et le retrait des forces d'occupation. Oui. Mais l'histoire, c'est pas seulement l'élargissement du mandat de la MINURSO, il y a aussi les missions techniques du bureau du haut-commissaire de l'ONU qui sont bloqués au Sahara occidental depuis 2015. Il y a des rappels annuels, et récemment, le dernier rapport du secrétaire général Guterres, octobre dernier, il a aussi demandé de nouveau la reprise des visites techniques au territoire du Sahara occidental. Depuis maintenant une dizaine d'années, il y a comme 400 observateurs internationaux, parlementaires, journalistes, membres de la société civile qui ont été expulsés d'une façon systématique du territoire du Sahara occidental. Pire encore, le groupe de travail de l'ONU, les rapporteurs spéciaux, les différents comités de l'ONU adoptent toutes les années des décisions qui condamnent le Maroc et qui demandent la libération des prisonniers politiques. Oui. Il n'y a pas d'effort de la part de l'ONU d'appliquer ces résolutions, et c'est le Maroc qui jouit toujours de cette impunité. Mais il jouit de cette impunité parce qu'il sait qu'il y a des pays, notamment la France au niveau du Conseil de sécurité, qui sont là pour le protéger. Oui. Et malheureusement, sur l'ensemble du conflit, le Maroc, depuis le début jusqu'à maintenant, n'a jamais eu la moindre intention de coopérer avec la communauté internationale pour décoloniser le territoire du Sahara occidental. Et tant qu'il n'y ait pas une pression forte de la part de la communauté internationale, le Maroc, de son gré, le Maroc, volontairement, il n'ira jamais à une solution au conflit du Sahara occidental. Le professeur venait de le dire, le Maroc affiche maintenant tout un discours, des narratifs partout dans le monde, comme quoi la majorité des Sahraouis se trouvent avec le Maroc, ils se sentent identifiés avec la monarchie, ils contribuent au développement du territoire, et que c'est seulement il y a une petite minorité qui se trouvent dans les camps, qui sont retenus même contre leur volonté et tout ça. Mais pourquoi pas organiser le référendum et on règle ça le lendemain? Mais le problème, c'est que en plus de ce manque de volonté politique du Maroc, le problème réel, chronique, se trouve au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui essaye toujours de continuer avec cette approche de vouloir gérer le conflit sans vraiment avoir une volonté pour le résoudre.
Ça, c'est une formule qui ça, peut-être, on aurait pu comprendre cette formule, mais avant 2020. Et maintenant, il y a une rupture du cessez-le-feu. Il y a toute une tension qui règne dans la région, pas seulement le voisinage immédiat du Sahara occidental, mais aussi dans le Sahel. Il y a toute une déstabilisation un peu dans l'ensemble de la région. Oui. Le conflit du Sahara occidental a tous les ingrédients de déraper vers quelque chose beaucoup plus sérieux qui peut exposer un grand potentiel d'exposer la stabilité de la région. Et c'est une région qui se trouve aux portes de l'Europe. Et donc, il faut prendre ça en considération. La formule de gérer les conflits n'est plus valable. Il faut vraiment aller pour résoudre ce conflit en conformité avec le droit international. Et c'est seulement à travers le droit qu'on peut avoir une paix durable. Pour qu'il soit une paix, pour qu'il soit durable, il faut que ça soit d'abord juste. Et la justice, c'est exactement décoloniser le territoire. Alors quand on entend tout ce que vient de dire Oubi Bouchraya, Kamal Mansari, il y va de la crédibilité de l'ONU. Bien évidemment, oui. C'est la garante de la paix dans le monde et en plus du règlement des conflits en cours. Pas simplement au Sahara occidental, mais partout. Donc en Palestine, donc on a d'autres conflits qui se jouent aussi en Asie, donc en Afrique aussi, donc les conflits actuels. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on revient toujours à cette logique des puissants, celle qui fait en sorte à ce qu'on bafoue les droits internationaux parce qu'ils arrangent, parce que cet négationnisme arrange leurs intérêts, il est conforme à leurs intérêts et leurs aspirations. Le Maroc joue le jeu pour qu'il soit adoubé lui aussi, accepté. Il a fallu aujourd'hui qu'il s'associe, sa coquine avec un occupant, avec Israël. Il y a deux pays dont on ne connaît pas où commencent leurs frontières, où se terminent, c'est Israël et le Maroc. Donc, en dépit du fait que les frontières sont claires. Oui. Aujourd'hui, le Maroc s'associe, il a vraiment fait de la compromission sa politique, c'est-à-dire aller jusqu'à faire de l'avilissement pour qu'il soit accepté, renier son indépendance, il a dû troquer sa politique étrangère et sa diplomatie contre une reconnaissance qui est contraire à la volonté populaire. Donc le peuple marocain rejette la normalisation. Il y a un fort mouvement au Maroc qui rejette cette normalisation et en même temps il y a un fort mouvement au Maroc qui dénonce la répression. Ce ne sont pas seulement les Sahraouis qui subissent cette répression et cette omerta, c'est aussi les Marocains. Donc un peuple qui vit en raison des difficultés économiques et sociales et tout, donc il y a cette réalité. Donc aujourd'hui, ce pays de tyrans, de négationnistes, de ceux qui violent le droit international, sont protégés par leurs pairs, leurs acolytes, ceux qui font les mêmes actes, ceux qui font la même chose en Israël, en Palestine, en Chine. C'est-à-dire quand je dis Chine, je pense à Taïwan, donc le pays qui est réellement appartient à la Chine est protégé par une puissance militaire. On a aussi ce qui se passe en Asie, donc la Papouasie, la Nouvelle-Calédonie, oui. Et dans d'autres terres. Oui. Donc voilà la réalité à laquelle le Polisario, ce conflit-là, comme d'autres, fait face. Mais comme je répète encore une fois, les violations des droits de l'homme n'est pas le seul crime, parce que le véritable crime au Sahara occidental, c'est le colonialisme qui est la matrice de tous les crimes. Oui. Donc là, on est face à le seul problème auquel on revient sur la table, qui doit être traité, c'est bien le colonialisme. Et puis justement, ce retard observé dans le processus de décolonisation du Sahara occidental pourrait avoir un impact sur les 16 autres régions à décoloniser. Régine Villemont, il est important de fédérer les troupes, c'est-à-dire les comités de soutien à travers le monde en faveur de la cause sahraoui. Mais écoutez, nous le faisons très régulièrement puisque chaque année nous nous trouvons au niveau européen et algérien pour cette conférence. Et donc, si vous voulez, le rapport de force est tel entre ce que représente le Sahara occidental et le Maroc, avec tous ces actions au niveau mondial. Je crois que la solidarité, en étroite coopération avec le Front Polisario et le peuple sahraoui, eh bien, est capable, depuis toutes ces années. Eh bien, on a été coupé avec Madame Régine Villemont. On vous remercie pour votre intervention dans cette émission. Oubi Bouchraya, peut-être un dernier mot
sur votre combat actuel pour faire gagner cette cause et puis pour que le peuple sahraoui puisse choisir son destin. Nous, en tant que peuple sahraoui, en tant que mouvement de libération nationale, nous allons continuer notre combat qui est maintenant actif dans les 4 fronts de résistance et on est sûr de pouvoir aboutir vraiment à la réalisation de nos objectifs. La raison, le droit est de notre côté et a été consolidé dernièrement par les dernières décisions de la Cour de justice qui est le complément de tout un arsenal de droit international mais aussi de droit africain. Il faut rappeler aussi que la Cour africaine de droits de peuple et de droits humains avait aussi décidé en 2022, septembre 2022, d'une façon très claire en faveur de la souveraineté de la République sahraoui sur son territoire, a fait un appel clair au peuple africain de se solidariser avec le peuple sahraoui et a mis aussi en garde tout pays africain d'adopter ou de prendre des mesures concrètes qui peuvent porter préjudice aux aspirations légitimes du peuple du Sahara occidental. Donc le droit est de notre côté et la volonté du peuple est là. Et il faut profiter justement de ce contexte. Merci Oubi Bouchraïa Bachir pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario auprès des organisations des Nations Unies. Merci Saïd El-Ayachi d'être avec nous. Et Kamal Mansari, merci pour votre intervention. C'est la fin de ce numéro de Décryptant. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.